du libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula, du libertaire, Radio Libertaire. Attention, c'est pas l'heure de 4 heures. Baby, Faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters. t'as bien capté Bulle Noire, sur libertaire. Radio Libertaire. On va parler de Paula, sur libertaire, Radio Libertaire. On parle de 38, de calibre 44. Baby, Mais bien sûr, tu es sur 89.4. Radio Libertaire. Radio Libertaire. Radio Libertaire. Radio Libertaire. Radio Libertaire. Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4. Et bon, voilà, c'est tout de suite Bulle Noire avec notre invité d'aujourd'hui, c'est Romain Terneau, qui vient de publier aux éditions Forge de Vulcain son 3e roman, hein, Spartacus. On va en parler pendant toute cette émission. Et comme il est de coutume, c'est l'invité qui a choisi les plages musicales que nous allons nous tanker pendant ces 2 heures. Enchanté Romain, ça faisait longtemps. Bah oui, pas tant que ça, mais merci à toi pour cette 3e invitation. Alors je dois dire qu'avec nous dans le studio, il y a Giovanni qui est un de tes amis et qui en même temps t'accompagne dans la promo. D'ailleurs, il a dit très gentiment, là on fait la promo du con. Non, je sais pas, ça dit du con ou connard, je ne sais plus. Du con, connard. Voilà, c'est ça. Donc effectivement... C'est mon agent. Eh oui, alors c'est ton agent, évidemment, il va avoir du boulot. Le bouquin est sorti il y a 2 jours, le 5 exactement. Il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Oui. Tu fais d'ailleurs une rencontre, il faut le dire tout de suite aux auditeurs de Radio Libertaire, hein, le lundi prochain, je crois. Non, c'est mercredi 11, mercredi qui vient à Gilbert-Joseph, de 16h à 18h. Au 26 boulevard, c'est ça, boulevard Saint-Michel. Ouais, c'est boulevard Saint-Michel parce que souvent les rencontres, etc., se font à Barbès, au Gilbert de Barbès, mais là, c'est à Saint-Michel que ça se passe. À partir de quelle heure ? 16h, au premier étage. D'accord, donc au premier étage, vous pourrez rencontrer Romain Terneau, et j'espère que cette émission va vous donner envie d'aller le retrouver, d'aller voir la tête qu'il a. Déjà, encore que, si vous allez sur Internet, vous voyez la tête qu'il a. Bon, alors, est-ce que Romain Terneau, c'est le Spartacus du 21e siècle ? Non, je pense pas. Moi, je fais toujours vraiment une différence entre personnage et auteur. Je me suis pas du tout inspiré de moi, encore une fois. On va voir. Rien n'est dit. On va en parler pendant cette émission. J'aimerais quand même qu'on fasse un petit hommage avant de commencer cette émission à un garçon à grandes dents qui vient de nous quitter, c'est Tom Petty. Alors de façon assez cocasse, Tom Petty, on va peut-être, si le petit Nicolas nous trouve Learning to Fly, on pourra écouter Learning to Fly. C'est assez rigolo, ce gars-là qui est originaire du nord de la Floride, un peu Petzouille, un peu Gainesville, qui est une ville que les amateurs de Harry Cruz connaissent bien, hein, Gainesville. Et Tom Petty qui avait monté quand même un groupe qui s'appelait The Airbreakers, donc les briseurs de cœur, et il est mort d'un arrêt du cœur, hein, donc il y a une espèce d'ironie dans le rock, et c'est toujours amusant. Vous aimez bien Tom Petty ? J'avoue que je connais pas. Tu connais peut-être Joe ?
Sûrement. Très vaguement. Bon, alors vous allez entendre un morceau. Vous savez qu'il y a quand même quelques-uns de ces morceaux qui ont été repris par des gens comme Johnny Cash, etc. Il a eu un petit succès, pas tellement en France. Du reste, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais quand même, je suis sûr que ce titre que le petit Nicolas a dû nous trouver, vous le connaissez. Alors voilà, Tom Petty, il est mort 66 ans quand même. Ce qui fait quand même assez jeune. Voilà, en hommage à Tom Petty. On n'en a évidemment pas beaucoup parlé. On va voir quand Johnny Hallyday va mourir sur les antennes de la télévision et partout. On va en entendre parler pendant des mois et des mois. Là, Tom Petty, assez curieusement, il y a eu des brèves sur les chaînes d'infos continues pendant 2 minutes 30. All alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning to fly. Radio Libertaire 89.4, eh bien on vient d'écouter Tom Petty, c'était notre petit hommage. Alors Romain Ternaud, qui est notre invité pour la sortie de son Spartacus aux éditions Forges de Vulcain, lui n'a pas dit grand chose, n'a pas été désagréable on va dire. En revanche Giovanni a été un peu plus... Bon, mais c'est vrai que comme tu le soulignais Giovanni, ça sonne à fond, années 80, la production c'est années 80, mais on peut toujours aimer les années 80, surtout quand on est vieux comme moi. Romain Ternaud, oui. Un petit rappel quand même de qui est Romain Ternaud. Né en 1987, c'est pour ça que tu n'as pas pu connaître Tom Petty.
Il s'est enfermé plusieurs années chez lui pour écrire des romans. Spartacus, c'est le 3e roman qu'il publie. Une quinzaine d'autres devraient suivre, si tout se passe bien. Et il me semble que la dernière note te concernant, c'était pas une quinzaine, c'était une cinquantaine d'autres devraient suivre si tout se passe bien. Parce que la dernière fois que tu étais venu, et les 2 précédentes fois d'ailleurs, tu nous avais annoncé que tu avais une centaine de manuscrits dans tes tiroirs. Parce que tu n'arrêtais pas d'écrire. Je sais plus c'était quoi les chiffres. Non, j'ai dû dire une quinzaine. Depuis que dans le précédent, c'était déjà une quinzaine. Ah non, je crois que c'était beaucoup plus. Bah, parce que tu nous c'est avais l'euphorie des débuts, ça. Sans doute. Parce que tu nous avais dit que tu n'arrêtais pas d'écrire depuis que tu as 8 ans et demi et que donc les manuscrits... depuis que j'ai 22 ans plus précisément. Depuis que tu as 22 ans. Et voilà. Que effectivement, je rappelle les épisodes précédents, on va dire, tu écris beaucoup. Tu envoies beaucoup de manuscrits aux éditeurs ? Bah plus maintenant, vu que tu en as un. Voilà, c'est ça. Encore que tu en as 2, parce que je rappelle que tes précédents romans, l'histoire du loser devenu gourou, tu étais venu en 2015, c'était publié aux éditions Forges de Vulcain. Et chez Dub Éditions, tu avais publié Croisade apocalyptique, et ça, c'était en 2014, c'était le premier. Oui, c'est ça. Voilà, et ça c'est le 3e. Tu reviens aux sources, tu reviens aux Forges de Vulcain. Mais tu vas nous raconter maintenant comment tu as choisi ce personnage de Spartacus. Pour le mettre alors Spartacus, nous on connaît Kirk Douglas. Hein. Ce qui est drôle, c'est ça. On connaît la version Kubrick. On est un petit peu resté là-dessus d'ailleurs, mais je ne te cache pas qu'en lisant ton Spartacus, j'avais l'image de Kirk Douglas dans le rôle de Spartacus. Alors un Spartacus déjanté, on va en parler tout à l'heure, mais d'abord dis-nous comment ça s'est arrivé, Spartacus, dans ton cerveau malade. En réalité, moi je connaissais pas du tout Spartacus, et pour dire la vérité, c'était une commande de ce roman, c'est David qui m'a proposé de le faire. Et sur le coup, moi je savais pas trop si j'allais le faire parce que je connaissais rien de Spartacus. Moi j'avais pas vu le film, j'avais pas lu le livre de Howard Fast, j'avais pas vu la série. T'avais pas joué aux jeux vidéo ? Si, mais j'ai jamais joué à... Spartacus, il doit bien y avoir... Il y a un jeu vidéo, Spartacus 2000, ou une connerie comme ça. Ok, faudra que j'y joue. Ouais. Mais en tout cas, à ce moment-là, je connaissais pas du tout, et je pensais que j'allais devoir me documenter à fond, et j'ai préféré justement ne pas le faire. J'ai préféré savoir le minimum de choses, ça veut dire le squelette de son parcours, et après le faire à ma sauce, tout simplement. C'est pour ça qu'il doit être très différent. Enfin, entre-temps, j'ai vu le film de Kubrick, j'ai lu le livre de Howard Fast, et j'ai d'ailleurs fait quelques changements après avoir écrit ma propre version, quand je voyais qu'il y avait des thèmes qui revenaient. Mais au départ, je l'ai vraiment fait en connaissant le minimum, en connaissant juste l'histoire de Spartacus, mais sans avoir vu aucune fiction sur Spartacus. Et c'était quoi l'histoire de Spartacus que tu connaissais ? C'est celle que j'ai lue tout simplement sur Internet. On ne connaît pas grand-chose de Spartacus. Il y a très peu d'infos, et les infos, elles sont contradictoires. Il y en a certains qui disent qu'il avait une femme, d'autres non. D'autres disent que c'était un noble au départ, d'autres non. Enfin, on sait vraiment très peu de choses. Du coup, c'est pas un problème de faire sa propre version, de faire son choix, quoi, dans ce qui s'est dit sur Spartacus. Après, il y a des guerres, on les connaît. Il y a un certain nombre de personnages historiques qui ont été là de toute façon. Donc ça, je les ai mis. Mais voilà, je me suis pas inspiré du tout de Howard Fast ou de Kubrick. Bon, tu savais juste que c'était un gladiateur qui s'était rebellé contre les Romains. Oui, et puis que c'était à Capoue et qu'il avait un laniste et un certain nombre d'événements historiques qu'on connaît. Bon, tu savais un peu qui étaient ses copains, ses potes gladiateurs et autres, non ? Ça, non. D'ailleurs, ça fait partie des personnages que j'ai inventés, ça. Faustus, il n'existe pas. Voilà. Après, il y a David, il y a Crixus. Ça, je sais ce que j'ai lu, quoi, en me documentant, mais le reste, non. Bon, parce que si on résume ce que toi tu as raconté de Spartacus, qui est donc le personnage, le fameux gladiateur qu'on connaît, qui combat dans l'arène, qui a un Faustus. Alors tu as créé, on va en parler tout à l'heure, une relation entre Spartacus et Faustus, qui est une espèce de gros cador comme lui, gros fortiche,
mais ils sont toujours en rivalité, ils se foutent toujours plus ou moins sur la gueule l'un et l'autre. Et puis, mais en revanche, comme c'est les deux petits chouchous, ils sont embarqués en même temps dans les bordels, etc. etc. Donc, ils ont quand même plutôt la belle vie, sauf que Faustus est célibataire et scotche Spartacus. Et on le verra tout au long du roman qu'il scotche totalement Spartacus. Et en revanche, Spartacus a une compagne. Oui. Alors ça, c'est toi qui as inventé la compagne. On Sa sait femme, plus elle ou est moins dans- on sait plus ou moins, elle est dans le fast, on sait plus ou moins qu'il y a une Ouais. nana, mais bon, toi, t'as Ouais, fait un personnage un peu singulier. Oui, c'est sûr. Bah oui, je savais qu'il y avait une femme. D'ailleurs, son nom, je l'avais appelé autrement au début, et puis j'ai vu que c'était Varinia dans toutes les versions. Du coup, je l'ai appelée aussi Varinia. Au début, elle s'appelait pas comme ça dans ma version, puis j'ai changé. Tu l'avais appelé comment dans ta Mais je version sais plus, j'ai essayé de me rappeler avant de venir, mais je sais plus comment je l'avais appelée. J'aurais dû regarder ma première version, toute première. D'accord, voilà comment il prépare. Giovanni, tu dis rien Ah, Voilà mais ça, comment il c'est- prépare. Voilà, ces conneries. comment il prépare les interviews. Ah, c'est Et- c'est les épluchures, moi, c'est le produit final. Quoi. qui compte. Tu as raison. Bon, on va faire une petite pause musicale puisque c'est ça, un titre que tu as choisi. Est-ce que on écoute et tu désannonces? Bah, d'accord, on n'a qu'à faire ça. Je sais pas si tu sais exactement dans l'ordre ce qu'il y a. Ouais, c'est normalement c'est dans l'ordre, mais je peux l'annoncer quand même. Hein. Vas-y. C'est Dernière Volonté, c'est un groupe français. Et la chanson s'appelle Les Rêves de Dorian, et je l'ai choisi parce que c'est un album qui est sorti l'année dernière. Et j'ai trouvé ça très épique, et notamment les premières paroles de la chanson, je trouve elles sont assez évocatrices, et je trouvais qu'elles représentaient bien le roman Spartacus. Voilà. Un opéra de sang joue tous les soirs. Bel épilogue pour les témoins du noir. De ces voûtes couvertes de chairs innocentes. Les tombeaux ouverts à toutes les sentences. Mille siècles d'horreur dansent au théâtre. C'est le clin d'œil de la mort en chasse. Le moment propice pour choisir et pourrir. Dorian, te souviens-tu de tes rêves? Dorian, te souviens-tu de tes rêves? L'échiquier bouscule, les pions agités. Les fous contaminent les couleurs adorées, comme la matière brute d'une grande évasion. Ébloui du flambeau que nous tenons, regarde dans mon puits, as-tu peur de t'y voir? Dur comme la pierre, briseur de miroir, mon empire de sens s'étire et se meurt. La poussière de son règne me fait plus peur. La poussière de son règne me fait plus peur. Hey! Mais le sang, toujours vainqueur. D'une agonie qui ne connaît plus l'horreur. Rien n'est écrit et tu verras tout brûlera. Sur les collines où j'ai vu piller des rois. Créature de rien, ton nom ne fait plus la loi. Aucun de tes apôtres ne te sauvera. Des songes nocturnes aux formes de cadavres. Dorian, es-tu revenu des enfers? Dorian, es-tu revenu des enfers?
Radio Libertaire 89.4, eh bien c'était un choix de Romain Terneau, qui est notre invité jusqu'à 19h. C'était Dernière volonté, les rêves de Dorian. Alors Romain Terneau qui vient de publier Spartacus aux éditions Aux Forges de Vulcain, roman qui raconte une version de ce que fut la vie de Spartacus, le fameux gladiateur. Bon alors toi, d'abord tu as fait un plan avant de raconter cette histoire de Spartacus. Oui, comme je disais, je me suis quand même documenté sur les faits historiques, ce qu'on savait de lui. Enfin, même si, comme je disais, il y a des sources contradictoires, donc je me suis imprégné de son histoire quand même pour savoir son parcours. Et une fois que j'ai eu ça, j'ai pris un point de départ que je trouvais bien, et puis j'ai suivi ce parcours en écrivant. En écrivant ce qui me semblait le plus percutant, tout simplement. Alors qu'est-ce qui te semblait le plus percutant ? Ça faut lire, il y a beaucoup de détails. Disons que ça commence et il combat, moi je trouvais ça important que ça démarre vraiment in medias res où on le voit combattre et où il est une espèce de star dans l'arène mais blasé. C'est un décalage que je trouvais drôle parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il fait, ça l'ennuie, ça ne l'intéresse pas. Et très vite, en plus, on se rend compte qu'il a une femme qui le frustre, avec laquelle il n'est pas heureux non plus. Donc voilà, c'est une espèce d'anti-héros quand même, comme ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est que tout le monde, j'imagine, voit un Spartacus assez grandiloquent, assez héroïque, et le mien est... Il l'est quand même un peu parce que il est fort d'un certain point de vue, mais en tout cas, on va dire que le destin s'acharne un peu contre lui. Oui, si on veut, oui. Alors, premier grand combat, en tout cas, qui est proposé dans ton Spartacus, c'est le promoteur, on va dire quasiment aujourd'hui, on dit un promoteur parce que c'est habilement écrit ton bouquin parce qu'à chaque fois c'est un langage très actuel et puis en même temps il y a pas on n'est pas à côté de la plaque, ils boivent pas des bouteilles, ils boivent dans des amphores. Le premier grand combat qu'on lui propose, c'est un combat contre un éléphant. Alors et puis ton Spartacus, c'est pas ce que c'est qu'un éléphant. Non. En réalité, le tout premier, c'est un lion. Le roman, il démarre avec il démarre avec un lion, mais le grand combat, mais ça c'est du classique. Le lion qui va le mettre un peu à mal, c'est un éléphant, et c'est vrai que il sait pas du tout ce que c'est. Il découvre, et pour lui, c'est une espèce de monstre, et il se demande comment il va faire. Je trouvais ça drôle. D'accord, tu trouvais ça marrant, mais tu penses qu'historiquement, Spartacus, il savait pas ce que c'était qu'un éléphant ? Il y a des chances, ouais. Il y a des chances. D'accord. Je vais pas vérifier, ça va être compliqué vous de vérifier. Comprendrez, mais auditeur de Radio Libertaire, que c'est pas non plus le roman historique. Sinon, il faut lire des historiens si on veut connaître l'histoire de Spartacus. Donc, combat avec un éléphant, et perché sur l'éléphant, évidemment. Il y a le fameux Faustus dont on parlait tout à l'heure, avec lequel il va avoir une relation... un peu ambigu durant les 212 pages que dure le roman. C'est ça, ouais. Donc ça c'est des éléments que tu avais posés au préalable, la relation avec la femme, la relation avec Faustus, les personnages qui arrivaient, ou c'est au fil de la plume que les personnages rappliqués dans le bouquin ? Faustus, c'est un des seuls personnages que j'ai vraiment inventé, qui n'est pas dans les autres versions. Et à mon avis... je me souviens pas précisément, mais je pense qu'il est venu instinctivement en écrivant. Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui lui fasse concurrence directement, qui soit pas tout seul, à laminer tout le monde. Fallait, pour une question de tension dramatique, fallait ce genre de personnage, fallait qu'il entre en jeu. Bon, et puis à côté de ça, il y a évidemment la femme qui va le poursuivre, mais à quel moment tu as réfléchi ? Bon, il faut dire pour les auditeurs qui comprennent qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe. Spartacus, au bout d'un moment, il en a ras-le-bol des jeux du cirque, au bout de 50 pages d'ailleurs à peu près. Et il dit c'est bon, je vais monter une armée, et puis je vais monter sur Rome, et puis je vais combattre Rome, et puis on va gagner, je vais être le roi du pétrole. Donc il commence à
à monter cette armée, aidé quand même par Faustus, justement, qui est toujours son personnage, le personnage, je sais pas si c'est Yin et Yang, ou je sais pas, tout ce que ça représente, une phase de Spartacus, et puis un côté particulier. Et puis, Spartacus donc part avec cette horde de rebelles. Et là, ça commence à glisser. Le personnage de Spartacus, ton personnage de Spartacus commence à glisser psychologiquement. Et ça marche avec la rupture avec sa femme, c'est-à-dire qu'il s'enfuit, il a une relation un peu compliquée avec sa femme, et à partir du moment où il quitte sa femme, dont il a extrêmement peur, se tisse tu tisses d'ailleurs les véritables problèmes psychologiques de ton Spartacus. C'est la rupture avec la femme qui crée les problèmes chez les hommes. Ah bah c'est un ensemble de choses, surtout là. Mais oui, je trouvais ça important. Oui, sa femme lui fait très peur, en effet. Et c'est vrai qu'après, tout le long de l'aventure, il a des espèces d'hallucinations, il croit la voir et il est persuadé qu'elle veut le tuer. Et en plus, comme c'est une bacchante... Voilà, c'est une prêtresse de Bacchus, c'est moi qui l'ai inventée. Dans le livre, elle est décrite comme une espèce de sorcière. Et oui, c'est vrai que... Une sorcière insatiable. Hein, en plus, oui, elle... Voilà, elle a beaucoup d'énergie, on va dire, et lui, voilà, après les combats, il en a beaucoup moins, et ça aussi, ça participe des complications, et il part, d'ailleurs, il décide de partir de Capoue et de monter une armée. C'est pas tellement politique dans mon livre, enfin, ça l'est en partie, il y a quand même une conscience comme ça, mais c'est surtout individualiste. C'est lui vraiment qui en a marre, et sa femme, ça participe beaucoup des raisons pour lesquelles il a envie de partir loin d'ici et de mener sa propre vie. Le personnage de Spartacus, dans ton bouquin, il y a des choses qui sont un peu étranges. Il y a une des premières scènes, il se retrouve avec Faustus, qui est voilà, et puis celui que j'appelle le promoteur de spectacle, et il se retrouve dans une maison close. Et là, Spartacus subit déjà tout un tas d'humiliations. Et alors, je trouvais ça étrange, compte tenu que c'est quand même Spartacus, c'est le gros morceau, c'est le roi des gladiateurs, etc., que tu mettes en place tout de suite des éléments d'humiliation pour ce personnage. Et ce qui paraît, y compris dans ton histoire, ce qui paraît un peu étrange, qui se laisse faire, que voilà, et donc... je ne vais pas raconter le bouquin, mais il faut le lire. Pourquoi cette première humiliation et pourquoi à cet endroit-là précis du bouquin ? Parce que déjà, dès le début du bouquin, il n'est pas... on va dire qu'il n'est pas aussi haut qu'il voudrait l'être. Et puis, quoi qu'il en soit... enfin, tout Spartacus qu'il soit, il reste toujours l'esclave de Batiatus. Donc... quand ils vont ensemble au bordel, et ben c'est Batiatus qui aura les prostituées les plus belles, et puis point barre. Spartacus n'a pas son mot à dire. Et tout simplement, c'est pas parce que c'est Spartacus qu'il va avoir tout ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il a pas grand-chose de ce qu'il veut au final. Donc c'est là où tu dis c'est pas tellement politique, mais c'est à partir de là où commence justement une référence plutôt politique sur une vedette qui est la vedette, mais qui n'est rien en fait. Oui, c'est ça. Mais après, c'est un héros, comme je le disais, plus individualiste. Quand on lit le Spartacus de Howard Fast, lui, il a transposé ça. Enfin, c'est un roman qui fait l'apologie, on va dire, du socialisme. C'était l'obédience de Howard Fast. Or moi, je suis plutôt, on va dire, individualiste, libertaire. Enfin, c'est comme ça que je me vois. Donc Spartacus, c'est un peu comme ça. Son but, c'est pas tant de
créer l'égalité entre tout le monde, d'instaurer la paix universelle. C'est pas ça. Lui, il veut juste se tirer du merdier dans lequel il est et qu'on lui foute la paix. Bon, enfin, ce que tu racontes aussi dans le bouquin, c'est que finalement les producteurs, on va dire que le promoteur est un producteur de spectacle et que c'est eux qui dirigent l'affaire. C'est pas le mec qui est. Hein ça, il a pas le choix. Non, mais c'est en ça que il y a tu critiques, il y a une critique de la société. Oui, si on veut. Après, je décris tout simplement ce qui se passait à l'époque. Il y a pas ce forcément. Qui se passe toujours aujourd'hui, non, tu crois pas? Si. C'était quand même plus hard à l'époque, je pense. Ah, je ne sais pas. Regarde la télévision, tu regardes pas la télévision toujours. Non. Voilà, tu ne sais pas comment ça se passe. Comment les vedettes sont traitées par les producteurs. C'est ça. Ouais. Hein, on fait une petite pause musicale. D'accord. Là, la deuxième chanson, une fois n'est pas coutume, ça va être Jean-Louis Coste. La chanson s'appelle Horreur du sexe. Et c'est une chanson de 1992 de l'album Terminator Moule. Et ça pourrait être ce que pense Spartacus, tout simplement. Bon, on peut peut-être dire un mot sur Jean-Louis Coste. Est-ce que tu peux... Non, Nicolas, non, pas un mot sur Jean-Louis Coste. Allez, Romain, un mot sur Jean-Louis Coste. Ah bah oui. Jean-Louis Présentez Coste. Un peu qui est Jean-Louis Coste. Je l'ai déjà fait. Jean-Louis Coste, c'est un artiste, performeur, écrivain, chanteur contemporain qui a une 60aine d'années maintenant. Et c'est le pape de l'underground français, tout simplement, qui a fait plus de 150 albums, qui a eu de nombreux procès aussi en termes de liberté d'expression, et qui entend représenter l'homme contemporain dans son exhaustivité, quelles que soient justement les réalités qu'il décrit en fiction. Donc moi j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi cette chanson, voilà. Ok, maintenant passons aux choses sérieuses. Horreur du sexe. Horreur du sexe. Horreur du sexe. Horreur du sexe. Ah. Vraiment les mecs. Son sexe me dégoûte. Pas seulement le sien. Tous les sexes me dégoûtent. La sexualité me dégoûte. La sexualité me dégoûte. Le sexe me fait horreur. 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 De ces attouchements confus. Soi-disant qu'on sait clairement ce qu'on veut, mais qui sait? Qui sait? Qui sait vraiment? Pourquoi on fait ça? Pensez! On fait ça pour faire des enfants! On sait, on nous l'a dit, putain! On nous l'a dit, tout le monde le sait! Bon, il paraît que dans des pays lointains, certains sauvages isolés ne savent toujours pas le rapport qu'il y a entre l'acte de copuler et la reproduction. Alors on se demande vraiment pourquoi ils font ça? Pourquoi vous faites ça, bande de sauvages dégueulasses? Pourquoi vous faites ça? Ça vous dégoûte pas? Au moins nous on a l'excuse. Le devoir de reproduction. Le sens du devoir. Le mâle doit baiser la femelle. Le mâle doit baiser la femelle. Le mâle doit baiser la femelle. Ils disent le sexe c'est la liberté. Moi je dis le sexe c'est la prison, c'est le bagne, c'est l'enfer, c'est la drogue. C'est l'obligation. Ils nous disent oui, mais c'est non. Ils nous disent oui, mais c'est non. Ils me disent oui, mais moi je dis non. Je dis non.
Toi, moi, dis non. Toi, moi, dis non. Tout me dégoûte, tous les attouchements, tous les regards, tous les contacts, toutes les relations qui me dégoûtent. Je préfère me branler. Je suis bien obligé. Je me branle et après. Je pleure dans le sperme-front. Oui, je me sens mal. Très mal. Très mal. J'allume la lumière. J'allume la lumière. Je sens le drap froid mouillé. 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 Je sens le drap. Et bien voilà, Radio Liberta 89.4, on vient d'écouter Jean-Louis Coste, un choix de Romain Terneau, qui est avec nous jusqu'à 19h dans Bulle Noire et qui vient de publier aux éditions Aux Forges de Vulcain, Spartacus, qui est sorti exactement le 5 octobre. Autant dire que c'est ta première radio. Oui, là, pour celui-là, c'est ma première radio. Celui-là, évidemment, ouais, pour les autres, t'es déjà venu. On parlait de ce rapport politique dont tu dis, et les correspondances politiques qu'il y a dans le bouquin, dont tu dis que tu n'as pas du tout écrit un bouquin politique et que c'était pas ton... Voilà, et que tu es même quasiment surpris des questions qu'on peut te poser autour de ça. Oui, disons que je pense qu'il y a une dimension politique fatalement, parce que c'est l'histoire de Spartacus, mais je ne l'ai pas écrit pour ça, quoi. Ton personnage donc se barre, et puis il commence à monter son armée. En fait, on est constamment dans un truc, dans un récit épique et dans la schizophrénie du personnage. Comment t'as composé ça justement, c'est entre l'épique et la schizophrénie? Comment ça amené encore une fois au fur et à mesure que tu écrivais, ou tu avais construit ce personnage entre la schizophrénie du personnage principal et les actions épiques de son armée? J'avais pas vraiment calculé, mais d'emblêt, j'ai dû me dire que le personnage serait de toute façon assez frustré. Voilà, il y avait ce ressort dès le départ dans mon esprit, et après c'est selon les situations. Voilà, quand il y a un énorme champ de bataille avec des catapultes et voilà une dimension comme ça très forte, je me suis dit ce serait intéressant qu'à ce moment précis, il croit voir le fantôme de sa femme qui veut le tuer, que ça bouleverse un peu la narration. Ouais, parce que la quatrième de couverture, je vais y arriver, dit la chose suivante. Raconter à la première personne les aventures de l'esclave révolté deviennent le journal intime et hilarant d'un pauvre type qui, se trouvant au bon endroit au bon moment, finit par incarner l'espoir des dominés. Bon, c'est pas forcément, il se retrouve pas forcément au bon endroit au bon moment, mais en revanche, ce qui est exact, c'est que les circonstances... il a des coups de cul extraordinaires, parce qu'il prend la plupart du temps des mauvaises décisions, ouais. Mais il se trouve que ces mauvaises décisions tombent bien dans l'action et finalement il réussit à retomber sur ses pattes. C'est ça, mais en plus ça c'est... Enfin, pas tout, mais une bonne partie est vraiment arrivée, hein, quand il trouve vraiment des... Enfin, je vais pas raconter le livre... Mais disons qu'à un moment, il est vraiment mal en point dans une bataille, et je parlais des catapultes, ce sont des catapultes qu'il trouve un peu par hasard sur le flanc du Vésuve. Ça, je ne l'ai pas inventé, ça c'est vraiment arrivé. Donc ça, c'était... J'ai beaucoup apprécié de pouvoir écrire ce passage, parce que, voilà, c'est... On va dire qu'on pourrait croire que je l'ai inventé, mais c'est pas du tout le cas. Bon, et après, les autres personnages qui arrivent en cours de route, puisque dès le départ, il y a un problème avec Faustus. Qui l'a aidé à monter son armée. Finalement, il y a un petit truc qu'on va pas raconter, mais il y a quelque chose qui se passe entre Spartacus et Faustus. Et au fur et à mesure qu'il avance pour marcher sur Rome, il a des bras droits. Voilà, il choisit des bras droits, mais... Ouais. Tu peux raconter ce qui se passe avec les bras droits. Là, c'est des bras droits. T'as vérifié après un petit peu Crixus. Si c'est les premiers, c'est Crixus le Gaulois et David le Juif, et eux, ils ont vraiment existé. Quoique David le Juif, au départ, je ne sais pas si c'est une invention d'Howard Fast, mais moi, dans ce que j'ai lu, c'était deux Gaulois au départ. Mais c'était bien qu'il y ait deux personnages. Différents, parce que c'était mieux, ça mettait plus de nuances au texte.
Après, il y a d'autres personnages que j'ai inventés. Le berger, un peu le petit berger hystérique sur lequel il tombe, à un moment, ça je l'ai inventé. C'est pareil, je trouvais ça amusant et c'était pour apporter plus de tension dramatique au texte. Bon, tu disais tout à l'heure que finalement, c'était plus violent à l'époque. Voire dans les pays en guerre, on peut imaginer que ça se passe de la même façon. Les prises de guerre, les types qui ratissent tout dans ton bouquin, les mecs, il n'y a pas de quartier, on tue les hommes, on viole les femmes, on éventre les enfants. C'est voilà, ils mettent les villes à feu et à sang. Il y a un continuum dans l'histoire de l'humanité, c'est vrai. Après, moi, je pensais pas à la guerre précisément, mais je pensais aux conditions des esclaves. Je pense les jeux romains. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Quand on tue des gens pour amuser une partie du peuple, c'est pas le cas. Il y a des spectacles, pas forcément en France, mais ça va nous arriver, des spectacles où on tue pas les gens, mais quand tu as des types qui sont dans une cage et on leur déverse des araignées, ce genre de trucs. Ils le veulent bien. Non, mais il y a une humiliation. Ils le font pas contre leur gré. Il y a une humiliation. Oh, non. D'accord, ok, il n'y a pas d'humiliation. Il y a que Spartacus qui est humilié, les autres sont pas humiliés. Spartacus est humilié, les autres sont pas humiliés. Les gens dont on parle ne sont pas humiliés. Aujourd'hui, aujourd'hui, les stars d'aujourd'hui, les Spartacus d'aujourd'hui ne sont pas humiliés. Non, elles le veulent bien. C'est un jeu, ok. Ils maîtrisent tout, il y a pas de problème. C'est mon avis, me regardez pas comme ça. Non, je te regarde pas comme ça, c'est ton avis. Non, les gens, je sais pas, moi je pense. Non, les gens qui font de la télé-réalité, c'est ça que tu penses? Des choses comme ça, des jeux où on leur met des araignées dessus, mais je veux dire, si elles veulent vraiment pas le faire, on va pas les forcer. Elles le font parce qu'elles le veulent bien. Voilà, gens qui font le show. Les gens qui font le show et qui ont des producteurs au-dessus d'eux et qui les dirigent comme des marionnettes. Ah oui, plutôt dans le style Hanouna. Il y a eu des histoires des gens qui sont... des gens qui n'ont pas trop le choix, des humiliations comme ça. Non, mais moi, je préfère être humilié comme ça que de me prendre un lion sur moi qui me déchiquette. Bon, il faut quand même dire que tu n'es pas Spartacus aussi, puisque ton Spartacus, c'est quand même une bête monstrueuse. En écrivant, je disais tout à l'heure que je pensais à Kirk Douglas, mais encore, Kirk Douglas est trop maigrichon par rapport à ce que fait ton Spartacus. Ton Spartacus, tu l'imaginais comment quand tu écrivais ton roman ? Ouais, une sorte d'archétype de l'homme très musclé. Extrêmement musclé, huilé. Oui. Lâche-toi. Après, je sais même pas si j'avais une description physique hyper précise. En tout cas, je l'imaginais pas comme Kirk Douglas, vu que j'avais pas vu le film à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Exact. Donc, j'imaginais un homme musclé, méditerranéen, tout simplement. 1m80, 1m90. Très grand. Voilà, comme je disais, l'archétype de le mâle alpha, quoi, si on veut. Le mâle alpha, qui est d'ailleurs constamment confronté à d'autres mâles alpha. C'est ça. Puisque c'est ça, tout le bouquin, il n'y a que des mâles alpha qui le... Bah oui, à l'époque, on n'avait pas trop le choix. D'accord. C'est un truc qui te fascine, cette histoire de mettre en scène des mâles alpha? Non. Ou c'était parce que c'était un truc de commande? C'est pas le choix. Je pense qu'à l'époque, de toute façon, entre guillemets, les plus faibles mouraient. Valait mieux être un mâle alpha à l'époque. Hein. D'accord. Pour survivre. Quels sont les personnages qui t'ont le plus amusé à part Spartacus? Faustus. Et puis sa femme. Je crois que le personnage que je trouve le plus intéressant dans le roman, c'est sa femme. Parce que c'est encore Faustus, il y a une concurrence. De temps en temps, il a le dessus. Enfin, pas longtemps, mais alors que sa femme, il n'y a même pas de combat possible. Il veut même pas entamer le combat, il est sûr de le perdre. Tu veux dire que ce qui t'amusait, c'est de mettre cette relation trouble entre Faustus et Spartacus. Avec Faustus qui est constamment en train de courir après Spartacus. Une sorte d'ambiguïté comme ça. Ouais. Pardon ? Ouais, il y a une sorte d'ambiguïté. Ouais. Ça on peut se poser des questions, c'est sûr. On peut pas se poser des questions, c'est ça pendant tout le bouquin, quasiment. Ouais. Donc, c'est sûr. C'est jamais dit explicitement, mais oui, il y a cette dimension-là aussi que je trouvais amusante. Bon, ce qui est étrange quand même, c'est ton Spartacus, il est un peu limité, il comprend pas déjà ce truc-là, il a pas pigé. Non.
Ah non, c'est un mâle alpha, mais Il est un peu c'est con. pas un cerveau alpha. Alors c'est là où justement c'est un peu étrange dans la description du personnage, mais on va faire une pause musicale, on va parler de la composition de Spartacus. Après cette pause, un de tes choix, alors Ok, qu'est-ce que c'est? la troisième chanson, c'est une chanson du groupe Schlass qui s'appelle La Bagarre. Schlass, c'est un groupe français encore punk. Et La Bagarre, ça pourrait être un dialogue entre Spartacus et sa femme. Voilà. Pour ta liste. Je sens monter une haine pas du tout salvatrice qui remonte des abysses de mon dégoût, ma peine. Je sens tout qui se tend, ma vision se resserre et mon pouce accélère. Je serre les dents, je serre les dents, je serre les dents. Je vais pas faire le costaud, je serai juste pervers. Je vais le faire de travers, pas tranquille, pas cool, pas sympa. Je vais être foireux salaud. J'ai envie de vous aboyer dessus, de hurler dans la rue, vous frapper, vous terroriser, me prendre pour un rappeur et de vous faire vraiment peur. Je suis pas une putain de hippie, je chie sur vos tatamis. Me regarde pas sinon je te mords, me parle pas sinon t'es mort. J'ai les nerfs, j'ai l'estomac à l'envers, j'ai les glandes, j'ai les crottes de nez qui pendent. J'ai les glandes, j'ai les crottes de nez qui pendent. J'ai besoin d'une bonne raclée, rien à branler de ma féminité, rien à foutre de la sérénité, je veux juste me bagarrer. Je vais foncer tête baissée comme un con de pitbull, m'accrocher à ton mollet plus lâché. Zéro neurone te réduire en purée, tu vas chialer le nez cassé, pleurer maman, maman. Je vais être barbare. Je te mets en rage pour que tu me soulages. Prie ton Seigneur, j'ai secret, car je vais me défouler. Je crache dans tes yeux, tu me fais des bleus. J'en ai pris, je vais donner quitte à m'enfler. Je veux sentir mon corps. Coup de genou, coup de coude, Paniquer, pas besoin de coup de poing, coup de boule, coup de... parler, de blablater, de papoter. Rien à branler des mots. Sors plutôt ton couteau. Pas d'explication, juste une bonne baston. Je veux pas prendre du recul, je veux me jeter dans la mêlée. Fais-moi tâter ton hypercute. Vas-y, vas-y, mets-moi ma pâtée. J'ai besoin d'une bonne raclée, rien à branler de papoter, rien à foutre de bien me comporter, je veux juste me bagarrer. J'ai besoin d'une bonne raclée, rien à branler de tes idées, rien à foutre de faire semblant d'échanger, je veux juste me bagarrer. J'ai besoin d'une bonne raclée, rien à branler de ma féminité, rien à foutre de la virilité, je veux juste me Radio Liberta 89.4 avec Romain Interno qui vient de publier aux éditions Forges de Vulcain Spartacus. Alors les Forges de Vulcain, je vous précise que vous pouvez aller sur internet, taper aux Forges de Vulcain et vous verrez la ligne éditoriale des éditions Forges de Vulcain avec c'est la ligne de David Mellmans qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir ici et c'est très 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 intéressant ce qu'il publie et je vous conseille d'aller jeter un œil à son site. Spartacus donc de Romain Interno et là, le morceau qu'on vient d'écouter qui est un de tes choix Romain, c'est pour illustrer un petit peu les rapports dans ton bouquin, les rapports qu'entretient ton héros et sa femme. Exactement. C'est une dispute
Alors, ça s'appelle La Bagarre et c'est une bagarre assez violente entre un homme et une femme. Et bah voilà, dès le départ dans le roman, il y a ça parce que on peut dire que sa femme le viole en fait, hein, quasiment. On imagine l'inverse toujours, mais là pour le coup, Spartacus qui est une espèce d'homme qui apparaît viril comme ça, très fort, très combatif. Une fois qu'il est entre les quatre murs de sa cellule, on peut dire, il fait moins le fier. Et ça aussi, c'est un aspect que je trouvais intéressant de développer. Mais à quel moment ton personnage, et qu'est-ce qui fait que ton personnage déraille totalement et qu'il voit sa femme en succube qui rappliquerait sur un champ de bataille un petit peu partout à n'importe quel moment. Et il faut dire que on peut le dire quand même qu'à chaque fois qu'il croit voir ce personnage, ça donne lieu d'ailleurs à des scènes finalement assez amusantes, sanglantes mais amusantes. C'est que il y a bel et bien quelqu'un qui lui parle. Il croit que c'est Virinia, mais c'est pas sa femme, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un. Oui. Et donc il se défend contre ce quelqu'un. Il se passe des choses avec une forme qu'il croit être sa femme. C'est ça. Alors, dis comment tu imagines et comment tu as imaginé qu'il y avait tout d'un coup que Spartacus avait un pet au cerveau et qu'à partir du moment où il part justement contre Rome, est-ce qu'il y a une correspondance entre le fait de partir en guerre contre Rome, contre son maître et voir sa compagne partout? Oui, c'est une accumulation de plein de déboires qui lui arrivent, donc ça lui fait péter le cerveau, en effet, c'est sûr. Mais moi, j'imagine de toute façon qu'à partir du moment où on commence à avoir de l'importance, parce que en l'occurrence, il devient quand même une sorte de chef d'armée qui est rebelle, donc voilà, les gens commencent à le craindre un peu dans toute l'Italie, et moi, j'imagine qu'à partir du moment où on a cette forme de notoriété, on devient un petit peu parano. C'est plus de la paranoïa qu'il a, il est sûr qu'on va le tuer. Et en plus, sa femme, il l'a lâchement abandonnée, alors que voilà, c'est une espèce de sorcière qui a peu tout décidé depuis qu'ils sont en couple. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on comprend. Donc, il s'imagine que c'est un tueur de plus dans l'armée ennemie. Et c'est une sorte de faille psychologique qui se creuse, parce que de toute façon il y a ce problème dès le départ, donc forcément c'est normal qu'il redoute une vengeance de sa femme, et comme tout est violent autour de lui, il s'imagine que ce sera dans une violence absolue, donc en l'occurrence c'est lui qui est ultra violent en contrepartie. Mais oui, c'est de l'ordre psychologique, c'est de la paranoïa, c'est après souvent, là dans le livre, le narrateur, c'est un narrateur à la première personne, on est directement dans la tête de Spartacus. Et les romans que j'écris, 99%, c'est à la première personne, et souvent ce sont des personnages comme ça. Je trouve ça intéressant de se mettre dans la tête de quelqu'un qui est pas très stable psychologiquement. Ça pimente un petit peu la narration, ça. Et c'est un véritable effort pour toi. Oui. Ah oui, moi je suis très sain d'esprit, il n'y a pas de problème. Et donc, oui. Donc c'est dans la lignée de mes romans précédents. Donc Spartacus est une espèce d'anti-héros paranoïaque. Pour le coup, il est ultra violent parce que l'époque l'est. Voilà. Enfin, moi, c'est ma thèse. Et c'est pour ça qu'il s'imagine que sa femme est une espèce d'entité supérieure qui est une sorte de forme de vengeance comme ça, qui va s'abattre sur lui tôt ou tard. Pire que la République romaine qui veut l'avoir. Lui, il a plus peur de sa femme que toute la puissance de la République romaine qui est à ses trousses. Cette espèce de crise de parano qu'il a par intermittence, parce que c'est pas... il a une parano, on va dire une parano objective par rapport au type qui l'entoure, parce qu'on ne sait jamais quelqu'un qui veut prendre sa place. C'est ce que... si quelqu'un veut prendre sa place, il est entouré quand même de brutes, de mal alpha, comme tu le soulignais tout à l'heure, qui seraient tout prêts à lui piquer la place et qui d'ailleurs tentent leur chance de temps en temps. Mais c'est entrée en crise et sortie de crise. À quel moment tu t'es dit, bon là je rentre, mon personnage rentre dans la crise et là il sort de sa crise? Ça c'est
C'est plus instinctif que... Je sais pas si j'avais écrit à l'avance ça. Quand j'écris, moi, j'ai vraiment un squelette principal. Je connais les moments forts. Mais de toute façon, quand on écrit, on a vraiment des milliers d'idées qui viennent en tête. Et on peut pas tout calculer à l'avance. Sinon, ça veut dire qu'on est un robot, quoi. Et donc, je peux pas tellement répondre... les sorties, les entrées de crise, de toute façon, à chaque fois, elles sont relativement courtes. Ça ponctue, voilà, le roman, mais c'est jamais très long, quoi. C'est ce qui ponctue un peu le texte. C'est une sorte de c'est un gag. Pour la femme, pour le coup, c'est une sorte de running gag qui revient tout le long du roman. Enfin, je sais pas si on peut dire running gag parce que dans sa tête à lui, c'est pas du tout un gag, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui revient aussi. C'est souvent dans mes romans. Il y a le même genre de délire qui revient avec une certaine fréquence. Ça, donc, tu l'avais écrit au départ, dès l'entame du roman, tu savais que tu allais mettre cette espèce de ces visions qu'il a de sa femme. Oui, ça a dû venir très vite, ça, ouais. C'est intéressant. Bon, on fait une petite pause musicale ? Oui. Alors, le prochain morceau, c'est un morceau de Scorpion Violente qui s'appelle Rome Violente. Donc là... ça collait parfaitement. Remarque, t'as bien travaillé, hein, t'as choisi vraiment des morceaux qui correspondent au bouquin. Voilà, donc ça c'est Rome Violente, il n'y a pas de paroles, c'est de la musique et de la musique que je trouve très forte. Voilà. Est-ce que, entre parenthèses, tu écoutes de la musique quand tu écris ou pas du tout ? Si. Est-ce que tu écoutes au casque, tu écoutes sur des enceintes ? Ouais, j'écoute au casque pour pas déranger trop les voisins parce que j'écris souvent tard le soir. Ce qu'il y a, c'est que tu mets en lecture aléatoire ou tu mets des albums entiers ? Ouais, j'écoute. En général, je suis sur Internet et je laisse la playlist de YouTube. Mais c'est des trucs que... L'algorithme de YouTube met des trucs que j'aime bien de toute façon. Donc voilà, mais j'aime bien... Enfin, j'ai remarqué que j'étais plus efficace si je mettais pas de musique, mais je préfère en mettre quand même pour meubler un peu l'espace sonore, quoi. Sinon, voilà, je préfère. Bon, allez, on écoute Scorpion Violente.
Radio Libertaire 89.4 avec Romain Terneau qui vient de publier Spartacus aux forges de Vulcain. Le bouquin est sorti il y a 2 jours exactement. Oui. Et je rappelle que Romain Terneau sera en signature chez Gilbert Joseph. Donc c'est celui qui est, c'est celui qui est où, qui est en haut ou en bas? C'est en haut, 26 boulevard Saint-Michel. Voilà, c'est celui qui est en haut donc, et au premier étage. Et les auditeurs de Radio Libertaire qui veulent te rencontrer pourront te voir. Ils ne sont pas obligés d'acheter le livre d'ailleurs, ils pourront le piquer. C'est ça. Et puis. Et je répondrai à des questions là-bas aussi. D'ailleurs. Voilà, et tu pourras répondre à des questions. Un roman Spartacus que tu as fait en 4 parties. Oui. Est-ce que tu veux expliquer ces 4 parties? Alors, je vais l'expliquer. Alors, livre 1, en plus, ça se la pète un peu. Hein. Livre 1, Inferno. Livre 2, Rebellio. Livre 3, Libido. Je le prononce avec un accent un peu, je sais pas quoi. Livre 4, Damnatio. Et c'est pas les 101 Damnatio. Hein. Et livre 5, Ultimo Inferno. Alors vas-y, explique pourquoi c'est 5 parties d'ailleurs. Bah, dans son parcours, je voyais 4 parties. Enfin, la 5e, c'est les 3 dernières pages. C'est une sorte d'épilogue, on va dire. Voilà, avec le Styx, etc. Mais dans son parcours, je voyais 4 parties. Et oui, c'est vrai, je trouvais que ça faisait bien de mettre des titres en latin. Et voilà, au début, il est en enfer, donc Inferno. La 2e partie, c'est le moment où il se rebelle, donc Rebellio. 3e partie, Libido, c'était pour aguicher un peu le lecteur. Ouais, parce que en fait, c'est ça qui est rigolo, que c'est Libido. À la limite, au début, tu aurais pu mettre Libido parce que il y a pas mal. C'est pas la même scènes. Libido, mais on va dire que dans la 3e partie, c'est la libido du repos du guerrier, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de combats et beaucoup de choses qu'il contrôle pas parmi ses troupes. Voilà. Donc c'est pour ça libido. Il ne contrôle rien du tout. Il se passe ce qui se passe dans toutes les guerres où il y a. Voilà, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Et Damnatio, livre 4, parce que, pour ceux qui ne savent pas, l'histoire de Spartacus se finit pas très bien, voilà. Enfin, pour lui en tout cas. Oui. Enfin, en même temps, tu dois avoir t'avais un gros kiff pour Spartacus parce que tu fais quand même une 5e partie. Oui, parce que... un truc d'une espèce de... je trouvais ça dommage de s'arrêter à sa mort. Donc, il y a un petit quelque chose en plus. C'est assez lyrique. Oui. Bon, alors l'histoire de Bacchus, puisque tu dis j'ai totalement inventé cette histoire de Bacchus, vas-y, d'où c'est venu dans ton cerveau malade? Bacchus Bacchus, je l'ai pas inventé. Hein, non, mais bien sûr. Non, mais comment t'en es arrivé à la connexion avec Spartacus? J'imagine qu'à l'époque, les gens ils se référaient plutôt à Jupiter, donc je trouvais ça intéressant, parce que c'est tout simplement le dieu des dieux, et je trouvais ça intéressant que lui, on va dire que son référentiel principal, ce soit Bacchus, qui est le dieu du n'importe quoi. Parce que ça aussi, il y a ça d'ailleurs un peu dans l'épilogue, c'est un peu la morale du roman, qui est ma morale à moi, c'est que la vérité du monde... elle n'est pas apollinienne, elle est dionysiaque. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle. Comment tu peux dire que Bacchus, c'est n'importe quoi? Ça, c'est même, on voit ça en philo, chez Nietzsche. Les auditeurs vont appeler pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. C'est le dieu du n'importe quoi, Bacchus. Développe, s'il te plaît. Rien que dans la naissance de la tragédie de Nietzsche, c'est ce qu'il explique. Il y a, on va dire en termes esthétiques, voilà, pour prendre un exemple, il y a les artistes apolliniens qui sont dans la règle, l'ordre, voilà, tout ce qui est carré, quoi, pour synthétiser. Et le dionysiaque, c'est l'inverse. C'est l'art incontrôlable, l'art... là, c'est les 2 formes d'art que voit Nietzsche. Dans ce livre, et moi, voilà, je me vois plus comme un dionysiaque qu'un apollinien. Et par conséquent, la morale du narrateur dans le livre, elle est plutôt dionysiaque. Voilà. C'est pour ça que Bacchus a beaucoup d'importance dans le livre.
Bon, donc c'est difficile de parler. Il faut le lire le livre, tout simplement pour. Faut pas tout dire. Hein. Ouais, faut pas tout raconter. Et puis en plus, la saveur du bouquin, elle est aussi dans les mots, dans le style, ouais. dans le style, dans ce que tu racontes, dans ces espèces de combats, et puis les problèmes qu'a Spartacus en considérant que quand même son entourage c'est une bande de cons. Mais c'est vrai, c'est ça. Ouais, tout le livre, c'est un peu ça. Il a un but de lui-même, mais en même temps, oui, comme dans les romans où les types sont quand même pas très très malins, mais qui prennent tous les autres pour des cons et qu'ils retombent sur leurs pattes, c'est miracle au bar quand même. Tu t'en as déjà parlé dans les précédentes émissions, mais c'est qui tes auteurs préférés? Justement, c'est John Fante avant tout. Enfin, John Fante, c'est mon auteur préféré et lui, pour le coup, son personnage de Bandini, il est vraiment comme ça. Enfin, surtout dans La Route de Los Angeles, qui est mon roman phare. C'est un personnage très imbu de lui-même et très loser en même temps. Et c'est un décalage que moi, m'a fait mourir de rire. Donc, moi, ça m'inspire. Voilà. Sinon, il y a... Dans les Français, il y a Céline, que j'aime beaucoup. Il y a Bukowski, forcément. Et je mettrais Kerouac pour l'écriture spontanée. Ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré. Dans la technique, j'aime beaucoup Kerouac. Voilà, c'est un peu mon panthéon. Même si il évolue, mais la base, c'est ça. Quand David Meulmans, qui est ton éditeur, t'a proposé Spartacus, c'est sans doute justement parce qu'il savait que tu allais en faire une espèce de loser magnifique, un mec qui est toujours qui est en haut et en bas en même temps. Oui, oui, je pense que... Il voulait faire, de toute façon, lui, c'est une idée qu'il avait de faire une commande d'un roman sur Spartacus. Tu sais pourquoi ou non? Non, il y avait peut-être une raison, il faudrait qu'il soit là. Je me demande si c'est pas l'anniversaire je sais pas quel centenaire de sa mort. Enfin, je crois qu'il y avait une raison, mais je l'ai oublié. En tout cas... J'aime bien quand même Romain, qui est quand même un mec... on peut dire que tu as fait une licence d'histoire, un truc comme ça, non? Le centenaire de Spartacus. Non, je ne sais pas quel centenaire j'ai dit, ça veut dire des milliers d'années, mais je ne peux pas dire exactement. En tout cas, oui, je pense qu'il s'est dit que Spartacus... façon Ternos, ce serait marrant, voilà, pour dire les choses ça simplement. l'est d'ailleurs, effectivement. On va faire une petite pause musicale et après on va parler de la maquette et de la couverture, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. C'est quoi le prochain? Le prochain, c'est Syndrome WPW. C'est le nom du musicien et la chanson. Tu peux dire, mais c'est quoi son nom? Là, c'est les initiales et c'est quoi son nom? WPWP. En fait, syndrome WPW, c'est le nom d'une maladie. C'est Wolff Parkinson White. Et c'est une accélération du cœur. C'est une malformation au cœur qui crée des tachycardies. Et l'artiste s'appelle comme ça, le musicien, parce que je crois que c'est l'effet qu'il voulait provoquer en jouant sa musique. Voilà. Ah, c'est un pseudonyme? Ouais, c'est un pseudonyme, ouais. Syndrome WPW. Et la chanson s'appelle La Taupe. Soy Dios. Hoy cumples 7 años. Ya eres un hombre. Entierra tu primer juguete y el retrato de tu madre.
cabeza. Cámbialos de sitio. Radio Libertaire 89.4 avec Romain Terneau qui vient de publier Spartacus aux éditions Aux Forges de Vulcain, et qui est un bouquin qui vient de paraître, ton troisième roman. Les précédents c'était Croisade apocalyptique chez Dub Éditions et aux éditions Aux Forges de Vulcain, l'histoire du loser devenu gourou qui était paru en 2015 exactement, et ce qui t'intéressait, c'est, en tout cas c'est ce que tu racontais déjà dans l'histoire du loser devenu gourou, c'est le personnage qui va découvrir qu'il ne désire pas plus être maître, qu'il ne désire être esclave. Et en fait c'est le cas de quasiment de Spartacus, c'est ce que tu penses? Il veut pas être plus maître que esclave, c'est ça? Oui, comme je disais, c'est un individualiste. Ce qui l'intéresse, c'est pas d'avoir du pouvoir sur les autres, encore que ça peut le stimuler, mais non, son but c'est vraiment qu'on lui foute la paix dans le livre. Ouais. Donc la maquette du bouquin, il se trouve que le dessinateur, c'est qui s'appelle El Carava. Hein. Je ferai aucun jeu de mots là-dessus, sur le Carava. Pardon? J'ai déjà fait plus d'une fois, effectivement. C'est quoi? El Caravane, enfin... Ouais. Simplement. Ouais. Bon, désolé pour lui. Ok. Qui était déjà l'illustrateur du gourou, mais c'était un dessin un peu différent, on va dire. Allez. Oui. Celui-ci, c'est un super dessin, moi je le trouve vachement bien. Il correspond bien au livre, alors comme d'habitude il y a les rabats, donc on peut avoir le dessin dans son intégralité, ou pas, mais voilà, on a un grand dessin. Et ce qui est rigolo, il y a marqué couverture Elena Vieillard, j'imagine qu'Elena Vieillard, c'est celle qui a fait la maquette de la couverture. Voilà, c'est ça. Voilà, donc la petite histoire sur le même illustrateur, mais on a l'impression que c'est pas le même illustrateur justement entre... on reconnaît quand même le style de dessin, mais après la maquette est pas la même. Et peut-être, oui, on va dire que là, pour Spartacus, on voit vraiment Spartacus sur la maquette. Et ouais, pour le précédent, c'était un dessin qui préexistait au roman. Donc c'est peut-être pour ça que on comprend moins tout de suite le rapport direct qu'il y a entre le texte et le dessin. Là, c'était vraiment un dessin fait pour le roman. On te prend enfin au sérieux. C'est ça. Trop tôt quand même. Bon, donc et à l'intérieur, tu voulais raconter une petite anecdote puisque nous avons une petite carte de l'Italie comme ça, succincte. Et tu disais que tu l'avais un peu, ce dessin, tu l'avais découvert. Oui, je l'ai découvert quand j'ai eu le livre entre les mains, mais j'étais agréablement surpris.
C'est un dessin de Samuel Pouvreau. Où c'est pour suivre tout simplement le parcours de Spartacus, vu qu'il passe par un certain nombre de villes. Comme ça, le lecteur peut se reporter à la carte pour voir un peu le parcours qu'il fait tout le long du roman. Et moi, je trouve qu'elle est très agréable, cette carte, et elle correspond bien à l'univers du roman. Donc, parfait. D'accord. Heureusement, tu n'as pas découvert, comme dans les albums d'Astérix, Spartacus, le petit village gaulois, etc., ou le petit village italien. Ça, on n'y a pas droit, mais on a droit à ce petit dessin. Ça te fait penser à ça, ouais. Il y a une carte comme ça, je sais, Baba au Rhum et tout. Bon, là, il n'y a pas Baba au Rhum, c'est Roma, Capua, Métapontum et Messana, excusez-moi, je vois pas bien. Et puis en plus, ce qui est agréable, c'est qu'on peut le colorier. Ah oui. Et ça, c'est agréable toujours de pouvoir colorier dans les livres. Donc, Spartacus de Romaterno, dis-nous, je suis persuadé que tu es en train de préparer plein d'autres choses. Oui, enfin, j'en ai écrit... Comme il est, je rappelle... Une quinzaine d'autres, c'est son 3e roman, Spartacus, une quinzaine d'autres devraient suivre si tout se passe bien. Voilà. C'est quoi, tout se passe bien, ça veut dire si je meurs pas avant... Une possibilité, ouais. Oui, forcément. Après, la quinzaine, elle est écrite, donc il y en aura peut-être plus qu'une quinzaine, encore que je suis pas persuadé que tous seront publiés. Mais en tout cas, il y en a un, normalement, je sais pas si je peux le dire, mais normalement, il y en a l'année prochaine, il y en aura un autre, dans un an. Et j'espère l'année d'après aussi, on verra, mais... Bon, celui-ci, c'est pas un truc de commande. Non, c'était un texte de moi, une idée originale. Celui qui sort l'année prochaine, ce sera pas une commande, non. Est-ce que tu veux dire que là, tu pioches dans tes tiroirs des manuscrits que tu as déjà écrits il y a quelque temps, mais tu continues à écrire? Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, tu passais ton temps à écrire, tu ne pouvais pas t'en empêcher. Ah oui, tous les jours, là, j'ai du temps en ce moment, donc oui, tous les jours. De toute façon, c'est pas compliqué. Ce que je dis toujours, c'est au moins une page par jour. Parce que, par exemple, mon premier roman, il faisait 80 pages à 4. Enfin, quand je dis page, c'est une page à 4 sans interligne, la taille 12. Et voilà, si on fait une page par jour, on peut écrire un roman tous les 80 jours. Enfin, un premier jet, au moins. Donc après, ça va vite. Si on le fait vraiment, on peut avoir un nouveau roman tous les 3 mois. Alors justement, il retravaille après. J'imagine. Et puis tu as un éditeur, je pense que David, il laisse pas passer n'importe quoi. Justement, l'écriture de Spartacus, ça s'est passé comment? Tu faisais une page par jour? Oui, je l'ai écrit en 3 mois, donc oui. Je me souviens quand il m'a demandé si je voulais faire ça, sans savoir quand ce serait publié. D'ailleurs, il m'a fait la proposition. J'étais en train d'écrire quelque chose d'autre, donc comme j'aime pas me mélanger les pinceaux, j'ai fini d'écrire ce que j'étais en train d'écrire. Et une fois que j'ai fini, j'ai enchaîné tout de suite avec Spartacus et j'ai écrit une page par jour. Donc je lui ai rendu au bout de 3 mois un premier jet qu'on a bien retravaillé après. Ouais. Bon, alors est-ce que c'était les premiers jets à la Romaterno? Parce que j'ai cru comprendre que quand tu faisais des jets, c'était des gros jets. Si je peux le dire, par rapport à Spartacus, c'était quand même quelque chose de... C'était des gros textes que tu envoyais. Oui, tu sous-entends qu'il y a des coupures. T'avais tendance un peu à te lâcher, un peu comme Spartacus d'ailleurs. Ils sont peut-être plus longs au début. En général, il y a des coupes, oui. Pour le deuxième, c'était le cas. Parce que tu as dû rendre 850 pages et David a dû dire, mais ça va peut-être pas aller là. Pas tant que ça. Non, c'est surtout des modifications. En fait, il y en a plus eu dans le deuxième que dans celui-là. Dans le deuxième, il y avait vraiment beaucoup de digressions, en fait. Des passages qui servaient pas tellement l'intrigue. Mais je pense, en fait, c'est une question d'expérience. Je fais moins ça maintenant. Le livre, il ressemble plus, dès que je le rends, à ce qui sera au final. Donc voilà. Mais en revanche... s'il y avait des incohérences, des choses comme ça, forcément, il m'a bien orienté. Et même pour l'épilogue, on a réfléchi tous les deux à ça. J'avais fait ça dès le départ, mais c'était moins explicite et c'était pas de la même manière, quoi. Donc, on a beaucoup réfléchi tous les deux. Tu veux dire que c'était moins poétique? Ce que devait être Spartacus. Oui, c'était... il y avait... il y avait cette dimension-là, mais... pas le côté, ce dont je parlais tout à l'heure,
la morale entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, mais la morale dionysiaque, quoi. Mais qui représentait bien le livre, donc il avait complètement raison. Ouais. Est-ce qu'après, dans le langage, il y a des choses qui t'a fait enlever Non. Ou certaines... Il y avait des choses un petit peu trop crues. Je les ai laissées crues, mais un peu moins crues. Je sais pas si je suis très clair. Non, j'ai pas eu de censure, mais il y a quelques passages où il me disait là c'est vraiment trop, et je les ai rendus moins désagréables à lire, on va dire. C'était des choses gore Ouais, c'était des tortures, des choses comme ça, ouais. Ce qu'ils font dans les villages. Il y avait des choses, il m'a dit ça c'est trop. Encore que pour moi c'était ce qui devait se faire, hein, mais donc mais j'ai laissé, mais juste au niveau justement, comme tu disais, du vocabulaire. J'employais un vocabulaire moins cru, tout simplement, hein, moins direct. Bon, cela étant, il se passe beaucoup de choses, c'est quand même assez violent, les séquences. Ah oui, bien sûr. Ça reste assez violent, mais il y a un côté, ce qui désamorce sans doute la lecture, le côté gore du roman, c'est qu'il y a toujours du second degré dans ce que tu écris, et principalement, ça vient du personnage principal, qui est un type du 21e siècle qui est dans la peau de Spartacus, d'une certaine façon. Ouais, on peut dire ça. Ouais. On peut se retrouver dans Spartacus, ouais. C'est une sorte de transposition. Après, j'ai veillé à pas faire d'anachronisme On est vraiment dans un roman, historique entre guillemets. C'est pas vraiment entre guillemets. Mais oui, tout à fait. Par exemple, moi, j'ai lu après le livre d'Howard Fast que j'ai apprécié. Mais je lui trouve un défaut quand même, c'est que y a trop de distance entre le lecteur et ce qu'il lit, parce que déjà ça se passe après l'action. C'est comme Dracula en fait. On parle de Spartacus une fois qu'il est mort, et c'est des personnages qui l'ont connu, qui parlent de lui. Et moi j'ai apprécié le livre, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi je préfère être dans la tête de Spartacus et voir directement ce qu'il ressent et voilà, les pressions qui se font sur lui, c'est plus ça. Mais donc oui, j'ai essayé de faire quelque chose de moderne, le plus direct possible, quoi. Parce que pour moi, la littérature, elle doit être comme ça aujourd'hui. Il doit y avoir le moins de distance possible entre la narration et le lecteur. Est-ce que les passages justement de grandes bagarres entre l'armée de Spartacus, les armées romaines, etc., est-ce que ça t'a posé des problèmes à un moment donné, ou t'écrivais comme ça et puis tu reprenais le lendemain? Est-ce que ça t'a pris du temps finalement d'écrire des choses qui sont pas qui n'étaient pas dans tes précédents bouquins, qui sont là pour le coup, un côté héroïque fantasy quasiment? Oui, c'est vrai qu'il y a une dimension épique qu'il n'y avait pas dans les précédents, et je sais pas, je pense que ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. Comme je disais, de toute façon, j'ai fait une page par jour, donc je faisais ma page de bataille et puis je passais à la suite le lendemain. Voilà. Ah, c'est vraiment à la fin que tu as repris tout Oui, bien sûr. Tu faisais pas des petits dessins pour voir un petit peu les forces en présence? Non. Comment tu imaginais que les types allaient grimper parce qu'à un moment donné, il y a un passage où il va se barrer, puis finalement, il y a des catapultes qui ont été abandonnées par les Romains, on l'évoquait tout à l'heure, et puis il va les monter en haut d'une colline, et puis catapulte. Bon. Non, je l'ai imaginé, ça, tout simplement. Non, j'ai pas eu besoin de faire de schéma, je voyais ce que ça donnerait. Si des lecteurs, par exemple, te disent « Non, c'est pas possible qu'il fasse ça, parce que vous le faites partir à droite, et en fait, il revient à droite aussi, donc c'est pas possible. » Si t'as ça, si t'as des lecteurs attentifs... Ce sera tant pis pour moi. Mais a priori, je pense qu'il n'y a pas d'incohérence de ce style dans le roman. Bon. Alors, et il y a un autre sujet sur lequel pour toi, il n'y a pas d'incohérence, c'est tes choix musicaux. Ah oui. Ouais. Et la prochaine chanson, ce sera une chanson d'un groupe qui s'appelle Diapsiquire. Je sais pas si je prononce bien, Diapsiquire. Et Diapsiquire. Tu veux dire Si jamais t'arrives à lire. Mais t'écris, oui. Ouais. Et la chanson s'appelle Seul. Voilà.
tu rougis, tu baisses les yeux, t'inventes une vie de seconde. Une centième et une millième de chance finalement. Je suis tout seul et battu, ouais. Le dernier pilier, membré, mais qui suis sûr, merde. Ta scène de merde, tes idées de merde, tes peurs de merde, tes branches de merde, tes buts de merde. En plus pour merde. Ah ouais, la classe et la spiritualité. Si un premier ta classe, moi connu, je t'aurais sifflé. Ah ouais, destruction et la folie. Petit PD, sa conviction, tu dis chaque et le folie. Ah ouais, le speed, l'héros, la cinéta. Ça fait 10 ans, c'est la C. Maintenant c'est le flic, au Lolita. Recraché, ton pseudo Azazel Asmodée, avec tes pas cirés, tes cheveux tout propres, petit bébé, apeuré, torché, rassuré, tu n'existes que dans les forums des frustrés. Et derrière ton écran et tes lunettes sales, tu es le démon incarné, un tueur sans pitié. Mais en réalité, tu as déjà pillé dans le fossé. T'as crié, tu sais. T'as crié, tu sais. On t'a grillé, tu sais. C'est pour ça que tu fais m'éviter. C'est pour ça que tu fais m'éviter. Et qu'un jour il faudra te trouver, assumer ton homosexualité et payer ton intimité.
Radio Libertaire 89.4 avec Romain Terneau qui vient de publier Spartacus aux éditions Aux Forges de Vulcain et qui a choisi l'intégralité des titres qu'on a écoutés durant cette émission et qu'on va écouter d'ailleurs après parce que l'émission n'est pas terminée. Et tu peux dire aux auditeurs pourquoi tu as choisi ce titre ? Déjà, Diapsychir, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et... Comment tu dis le nom ? Diapsychir. Ouais. Ce qui c'est très original. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une espèce de mélange entre rap et musique industrielle très très sombre avec des textes très crus pour le coup. Et voilà, dans cette chanson, à un moment, il y a le thème de l'homosexualité qui est abordé de façon un peu cash et en l'écoutant je me dis tiens, c'est ce qu'aurait pu dire Faustus à Spartacus parce qu'il y a toujours cette ambiguïté dont on parlait tout à l'heure dans la relation entre les deux personnages. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Et du reste, dans ton roman, la première équipe que Faustus, lequel Spartacus entretient une relation un peu singulière, il arrive avec des gailles, parce Faustus a promis à Spartacus de l'aider dans la constitution d'une troupe. Il arrive avec des gars et il parle assez mal à Faustus et Faustus le reprend, lui dit Spartacus, tu vas me parler autrement, je te prie. Alors l'autre il fait ouais, d'accord. Et qui sont ces gens, s'il te plaît, demande Spartacus à Faustus. Ces gens, oui, parlons-en de ces gens. Tu m'as demandé de réunir le maximum d'hommes, voilà, c'est fait. Tous les acteurs du théâtre de Capoue réunis d'un seul coup. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et l'autre dit des acteurs. Je demande ça parce qu'ils nous regardent tous, mais dans ma tête, je pense des tafioles. Plusieurs d'entre eux ont des gestes hyper maniérés, ils font signe de m'embrasser de loin. C'est trop là. D'un coup, je mets mon bras autour du cou de Faustus qui sursaute. Il a l'air de vouloir se défendre, mais il se retient rien que pour éviter le scandale tout autour. Je nous déplace un petit peu en retrait parce qu'on a vraiment besoin de discuter. Faustus, tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Il nous faut une armée d'hommes pour nous soulever. Qu'est-ce qu'une poignée d'acteurs de théâtre vient faire là-dedans, bordel ? Tu te fous de moi ? Urg ! Lâche-moi, sinon tu vas vraiment avoir des problèmes. Etc. Bon, alors là, il y a ce rapport, effectivement, les hommes de théâtre, et encore une fois, cette ambiguïté dans les rapports entre Faustus et Spartacus. Parce que malgré tout, Spartacus le prend souvent par le cou sous prétexte de l'étrangler, etc. C'est la virilité sous les douches. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je trouve ça intéressant de mettre ce rapport entre les deux, surtout que, comme il y a une espèce de concurrence permanente entre les deux. Je crois que tu disais tout à l'heure, c'est une espèce de double de Spartacus, double maléfique. Oui, sauf qu'à l'époque, c'était pas du tout. C'était pas stigmatisé comme. Non, mais pour faire la guerre, je sais pas. Pour faire la guerre, on sait pas. Alors, il y a un autre élément qui est toujours rigolo dans ton roman, c'est le urg. Parce que le urg, tu l'emploies énormément. Urg, lâche-moi. Alors, il se fait étrangler. Urg, lâche-moi, sinon tu vas avoir des problèmes. Après, urg, j'ai de plus en plus de mal à respirer. Après, urg, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils font ? David me maîtrise les bras et Crixus me frappe. Merde. Donc il fait urg. Après, urg, David, est-ce que ça va ? Urg, il ne fait que vomir du sang. Après, j'aurais peut-être dû le trucider au moment où il devenait incontrôlable, on se serait bien épargné bien des convenus. Oh, Spartacus, urgle ! Je me retourne et d'un coup, je me rends compte que d'autres hommes ont rejoint nos armées. Le hurgle est un petit peu, on va dire, au bout d'un moment, c'est un petit peu galvaudé l'utilisation du hurgle, puisque c'est pour tout. Il me saute à la gorge, hurgle. Tu m'as menti, hurgle. Moi, je sais pas combien de fois tu as utilisé le truc, mais un hurgle, c'est quand tu vomis, quand tu te fais étrangler, quand tu sautes en l'air, quand tu... Alors, c'est une onomatopée. Explique aux auditeurs de Radio Libertaire pourquoi le hurgle est une onomatopée qui te hante. Qui hante ton roman. Hurgle. Je sais pas, c'est le plus explicite que j'ai trouvé, sans doute. T'aurais pu dire clup, par exemple. C'est le côté burlesque, le côté un peu... théâtre de Guignol. Non, mais t'aurais pu faire broire quand les mecs j'aurais vomissent. Pu alterner peut-être, mais je sais pas, c'est le son qui sort de... Je trouve que c'est le plus fidèle de ce qui sort de la gorge en réalité quand on se fait étrangler ou quand on vomit. Giovanni, tu peux l'étrangler s'il te plaît pour qu'on voit un petit peu le son qui va sortir de sa gorge quand il va être étranglé. Alors attention. Ah non. Alors évidemment, ami auditeur de Radio Libertaire, Giovanni a bel et bien étranglé en main et il s'est forcé. Tu t'es forcé à faire hurgle. Ah non, c'était hyper naturel. Bon, d'accord, ok.
Non, mais c'est vrai, cette utilisation de l'onomatopée est toujours assez amusante. La semaine dernière, on recevait Jean-Pierre Bouissou, qui est le gloupier, en fait, qui est l'un des gloupiers, qui est le gloupier de la littérature, et qui racontait qu'il avait trouvé ce mot de gloupier parce que, comme onomatopée dans une bande dessinée, il y avait des savants qui s'amusaient à jeter des trucs dans l'eau, et les petites bulles faisaient gloup. En remontant à la surface. Gloup, donc il a choisi gloupier. Toi, tu vas pas changer de nom, tu vas pas prendre comme pseudo Hurglier. Ah, faut voir. Tu pourrais, quand même, puisque vu ton utilisation de cette onomatopée. Là, David, t'as pas fait de réflexion là-dessus? Non, il trouve ça... Il était content qu'il y ait du Hurg à ta... apparemment, oui, non, il n'y a aucune réflexion. D'accord. Je trouve que c'est excessif. Pardon ? C'est excessif, tu trouves Mais moi, j'aime bien ce qui est excessif de toute façon. Donc, oui, c'est la récurrence. Qui a Hurg là toutes les pages, c'est-à-dire il n'y a pas de problème. C'est l'excès amusant. Ouais. Hein, mais bon, en même temps, pourquoi pas ? Bon, c'est quoi ton prochain choix de bouquin ? De musique. Pardon. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Rome. Donc là aussi, c'est de circonstance. Et ça s'appelle To Die Among Strangers. Donc voilà, ça aussi c'était parfait pour clore l'histoire de Spartacus, mourir parmi les étrangers, parce que c'est un peu ce qui lui arrive quand même. To find a cooler place on the ground. Sentence passed. To brave my fire. We lost for the wine boat, like all things impure, like all things undead. We beg from these swine who told you to love and endure, and to live in our stead. The whores of Rome and the kings of France have tried to brave my fire. Now the snakes curl up, the curtains part. Will you try to brave my fire? We lost for the wine boat, like all things impure, like all things undead.
Radio Libertaire 89.4 avec Romain Ternaud qui vient de publier Spartacus aux Forges de Vulcain et qui est avec nous jusqu'à 19h, autant dire jusqu'à pas très longtemps. Oui, je faisais allusion effectivement à ce que tu racontes dans le livre qui est censé se passer sous la Rome antique et en fait tu disais ouais le rapport aujourd'hui c'est moins violent. Lorsqu'il raconte les descentes dans les villages, dans les villes et que c'est l'orgie des sévices, on mutile les propriétaires à même la terre, à la lame des couteaux et du sang coule sur les récoltes. Il faut faire des exemples. On torture les plus costauds, des mâles devant leurs enfants et qui dit enfant dit femme féconde. On entre dans les cahutes et puis on les débusque, jeunes mères aux grosses mamelles, on leur fait la fête, les unes à la suite des autres. Lorsqu'on ressort, je me rends compte que l'écho des cris n'est pas anodin. Bon, etc., etc. En fait, c'est vrai qu'il y a une corrélation avec ce qui se passe dans les enfin, je parlais surtout, je parlais pas tellement de la guerre. Pour la guerre, je suis d'accord que voilà, il y a on n'a rien à envier entre guillemets à ce qui se faisait avant. Mais c'est plus, je pense, la vie était plus dure. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je disais. Mais oui, non, c'est sûr que ce que je décris là, ouais, on peut retrouver la même chose aujourd'hui. Dans certaines zones géographiques du monde, ouais, sans problème. Il y a un côté extrêmement contemporain, dans le fond, dans le Spartacus. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui vont souligner cet élément-là. Donc, tu disais que la suite des événements, c'était quoi pour ce qui te concerne, pour ta création littéraire ? Ben, comme je disais, il y a un nouveau roman qui va sortir l'année prochaine. Mais que tu n'as pas fini d'écrire ? Si, il est écrit. C'est un roman que j'ai écrit il y a... je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça. En fait, oui, disons que quand David avait lu mon premier roman, il l'avait beaucoup plu, et on se connaissait à l'époque, du coup, il m'avait demandé si j'en avais écrit d'autres. Et je lui en ai donné, je sais pas, 3-4. Et ça faisait partie des 4, là. Ça faisait partie des... Là, celui qui sort l'année prochaine, ça fait partie des 4 que je lui avais donné au début, donc on les publie au fur et à mesure. Tout simplement, et là je suis en train d'écrire quelque chose, je sais pas si ça sortira un jour. Mais t'écris quelque chose sur quoi alors ? Là en ce moment, je crois que c'est mon roman le plus subversif, c'est sur quelqu'un qui se retrouve dans le Daesh justement. On parlait de zone de guerre, là c'est quelqu'un qui, on va dire malgré lui, se retrouve à Raqqa en Syrie, et qui devient malgré lui un djihadiste. Bon, pas sûr que ce soit publié un jour, mais je vais aller jusqu'au bout quand même. Mais pourquoi pas sûr pourquoi malgré lui ? T'aimes bien le côté malgré les gens ? Bah ouais, parce que c'est ça qui est drôle, quoi. C'est les gens, ils arrivent à quelque part où ils pensaient jamais pouvoir atterrir, quoi. Bah parce que en réalité, au départ, il fait de la fiction. Il fait un groupe de musique où il emploie, pour faire de la provocation, on va dire, il emploie les symboles de Daesh, et il se fait infiltrer par des vrais membres de Daesh qui se servent d'un concert pour créer un attentat et après l'embarquer lui en Syrie, en faire une sorte de héros idéologique selon leur idéologie à eux, quoi. Voilà, donc bon, c'est un peu sulfureux, mais voilà, ça c'est... Je regarde pas la télé, mais je me tiens quand même au fait de l'actualité, et ça c'est un sujet d'actualité, donc ça m'intéresse, et je pense que voilà, ça a vocation à être traité en fiction, sans se censurer. Moi, c'est rigolo parce que c'est le truc de symbole dont on se rend pas bien compte. J'ai lu un fait divers où, je sais plus, c'est des Suisses ou je ne sais quoi qui ont vu un drapeau de publicitaire pour Jack Daniels. Ouais. Ils ont cru que c'était un truc de Daesh. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Le temps que tu cherches un titre à écouter avant la fin de cette émission, je voudrais juste signaler aux auditeurs de Radio Libertaire que, parce qu'on avait fait une émission sur le prix SNCF du Polar, et je rappelle quand même que la sélection a été faite et que vous pouvez gratuitement en fait lire des bandes dessinées à partir de la fin du mois. Vous allez pouvoir lire des bandes dessinées qui ont été sélectionnées par le jury du prix SNCF Polar. Et vous pourrez aussi bien lire sur des tablettes gratuitement 6 romans qui ont été sélectionnés, 5 bandes dessinées, et également voir, ils ont sélectionné 7 courts-métrages
que vous pourrez également voir, et puis après vous pourrez voter, puis il y a des bouquins qui vont être distribués, etc. Comme il y a des gens qui participent à cette émission qui font aussi partie du jury SNCF, en tout cas des experts qui sélectionnent les textes, les bandes dessinées, etc. Je voulais vous le signaler. Puis surtout, c'est toujours sympa de pouvoir lire, voir des choses quand c'est gratuit. Alors, est-ce qu'on fait une dernière pause musicale ? T'as une petite idée ? T'as rien mis sur ta clé USB ? C'est tout ce que j'avais sur ma clé USB. Mais est-ce que tu veux que le petit Nicolas cherche quelque chose sur Internet ? Il veut, ouais. Je voulais choisir. Giovanni, t'as une idée, un bon truc pour... pour compenser ce que tu as entendu jusque-là, parce que Giovanni a beaucoup souffert pendant cette session. Non, mais sinon, on peut écouter un autre Jean-Louis Coste, si ça vous plaît. Non, c'est bon, ça va aller, c'est gentil, mais non, pas de Jean-Louis Coste. Ah, moi, je suis chaud. Pour écouter Jean-Louis Coste. Mais alors, tu sais que pendant cette émission, on a quand même reçu il y a pas mal de messages où tes fans attendent certaines choses de toi. Ah ouais ? Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'attendent tes fans de toi ? Si je reçois des messages de fans... Bah oui, Giovanni justement a dit, ouais, on reçoit des messages, est-ce que tu t'as fait ceci, est-ce que tu as fait cela, est-ce que tu as... à part te faire étrangler tout à l'heure, tu n'as rien fait de spécial. Non, mais ils attendent quoi ? C'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent, les lecteurs, qu'est-ce qu'ils attendent de toi, tes fans, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est un bien grand mot, et généralement, ils aiment bien le style et ils veulent que je continue sur le même style. Voilà. Pas forcément une gradation ou quoi que ce soit, mais juste de conserver le style et puis continuer d'écrire des romans, quoi. Justement, Giovanni, qu'est-ce que t'en penses ? Du coup, moi, en tant que fan de Terno, ce que j'apprécie vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, justement, par rapport à ces personnages qui se retrouvent toujours dans des situations qui les dépassent. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que ces écrits, c'est un petit côté kafkaïen, tu vois, c'est un peu le procès. Le gars, il se retrouve embarqué là-dedans, il sait pas pourquoi. Comme dans l'histoire du loser devenu gourou, donc son premier roman publié aux Forges de Vulcain. C'est le gars, il atterrit au milieu de tout ça. Ça peut être un merdier monstrueux et il va quand même essayer de tirer profit de la situation tout en s'enfonçant davantage. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime bien dans son style d'écriture. Bon, globalement, c'est ça que disent tes lecteurs. Globalement, c'est ça. C'est très bien résumé. Et ils te disent pas, oui, mais tu pourrais aller encore plus loin. Est-ce qu'ils te poussent un petit peu pour... Non, il n'y a pas de surenchère. Non, je crois pas. Hein. Non, c'est pas parce que moi, je me vois pas spécialement comme trash ou quoi. Moi, je fais ce que je pense être vrai. Si le personnage... il y a une scène scato, je vais la faire parce qu'elle doit avoir lieu, c'est pas pour choquer le bourgeois. Est-ce que tu as eu des demandes pour faire des scénarios de bande dessinée, des choses comme ça, ou des scénarios de fiction, de films ? Non, pas encore. On verra. Hein, mais toi, t'as jamais eu envie, parce que c'est vrai que ce Spartacus, il y a un côté aussi... moi, j'adorerais que ce soit adapté. Après, je sais pas si moi je pourrais le faire. Hein. Je pense écrire un scénario de film, c'est vraiment... un art en soi, je sais pas si je pourrais le faire. Et un scénario de bande dessinée ? Pareil, je pense que c'est autre chose. Hein. Roman, c'est très particulier. Hein. Là, je me limite vraiment au roman, j'ai pas envie de faire autre chose. Bon. Même des nouvelles, c'est un exercice que je trouve presque plus dur, quoi, parce que c'est très, très condensé, il faut être efficace en très peu de paragraphes. C'est pas ton truc. C'est vraiment ma spécialité, c'est le roman, quoi. Enfin, j'ai écrit des nouvelles quand même. Certaines ont été publiées dans des revues d'ailleurs, mais je préfère le roman. Je trouve ça plus agréable d'écrire un roman. Bon, cela étant, c'est un peu compliqué de vendre des nouvelles en France. Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre parce que je sais pas, j'ai l'impression que la capacité de concentration diminue, donc logiquement, les gens ils devraient lire des textes plus courts, mais la nouvelle, elle n'a jamais eu de succès. Enfin, vendre un livre de nouvelles, c'est casse-gueule, quoi, dans l'édition. Le roman fonctionne et pas les recueils de nouvelles, ça, c'est un mystère pour moi. C'est très bizarre. Même les contes, où ça devrait fonctionner à mort. Oui, mais ce que tu dis justement sur la lecture, c'est ce qui fait que souvent dans les bouquins, les chapitres sont de plus en plus courts. Ce qui va peut-être avec ta théorie du zapping sur la lecture. De fait, donc tu regardes, tu as 1, 2, 3, et puis au bout de la 4e page, tac, ça y est, tu tombes sur le chapitre suivant. Ce qui n'est
absolument pas le cas de Spartacus, puisque Spartacus, ce sont, tu lis 80 pages ou 60 pages avant d'arriver au livre 2, qui correspondrait éventuellement à un chapitre 2. Donc en fait, le côté zapping, il est pas... Il est à l'intérieur des parties. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans chaque partie. Après, là, c'était plus pour faire un découpage du livre. Parce que mon deuxième, l'histoire du loser devenu gourou, c'était un seul... il n'y avait aucun chapitre. C'était du flux tendu. Mais moi, je voulais, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de répit, quoi. C'était mon idée. Pour Spartacus, vu que c'est quand même une histoire... préexistante avec des phases bien précises, je trouvais ça quand même obligatoire qu'il y ait un découpage, quoi. C'est pour ça que j'en ai fait un. Oui, oui, parce que c'est pas forcément dans tes méthodes de travail, mais sans doute parce que c'était quand même une commande au départ. C'est plus agréable de toute façon, moi je le concède, mais parce qu'il est plus long aussi, il faut dire. Mon deuxième roman est beaucoup plus court que Spartacus. Bon, ce que tu es en train d'écrire là, justement, tu fais des petits chapitres très courts ou non? C'est des grandes parties encore. Des grandes parties. Un peu comme Spartacus. Mais mon premier était comme ça. Dans le premier, il y avait 4 grandes parties, comme Spartacus dans Croisade apocalyptique. Et c'était... dans la première partie, il était en France. Dans la deuxième, il était... en Inde, dans la troisième, il était à Los Angeles et dans la quatrième, il revenait en France. Il y avait un découpage comme ça, mais très instinctif, c'est pas un truc que j'ai calculé spécialement. Bon, en fait, tu calcules pas grand-chose de toute façon quand tu commences à écrire un livre. C'est l'esprit dionysiaque, c'est ça. Ouais, c'est ça, l'esprit dionysiaque. D'ailleurs, mais entre parenthèses, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure et qui est juste pour en avoir parlé avec David, le côté, au fur et à mesure, en écrivant, en ayant aussi un regard extérieur, tu corriges tes maladresses du début et les scories que tu avais tendance à y avoir dans tes manuscrits originels. Comme tu commences de toi-même à les éliminer, à dégager un petit peu de... Je suis plus efficace, tout simplement. Je suis plus efficace d'emblée. Mais sinon, c'est clair, j'ai une vision mystique de la littérature. Ça doit venir vas-y, explique, tu as un petit peu de temps, pour 1 minute, pour expliquer ta vision mystique de la littérature. Je pense qu'il y a... ça va faire bizarre de dire ça, mais il y a des gens qui sont faits pour écrire. Et du coup, ils écrivent très facilement et ça vient à eux très facilement. C'est ce que dit Bukowski. Bukowski, il a écrit sur sa tombe Don't Try, c'est-à-dire n'essaye pas. Et ça sous-entend n'essaye pas... n'essaie même pas d'écrire si tu n'es pas élu, quoi. Si les muses ne t'ont pas choisi pour écrire. Et voilà, c'est une vision mystique de la littérature et moi je la rejoins. Voilà, je pense pas que quelqu'un qui, même avec un maximum de travail acharné, n'est pas fait pour écrire. Je pense pas qu'il puisse faire quelque chose d'attractif. Je pense que c'est quelque chose d'instinctif, justement, l'écriture. C'est ce que je pense. D'accord. Est-ce que la nuit, les dieux te visitent, justement, pour ça? C'est plus la nuit qu'en journée, d'ailleurs. Pour ça, je dors pas beaucoup. C'est pour ça que tu dors pas. Merci infiniment, Romain Ternaud, d'avoir été avec nous pour présenter ce Spartacus qui vient de sortir aux éditions Aux Forges de Vulcain. Je rappelle que tu seras présent mercredi prochain, donc c'est le mercredi 11 octobre à Gilbert Joseph, boulevard Saint-Michel. Au 26 boulevard Saint-Michel. Voilà, ça sera à 16h et au premier étage. Au premier étage. Voilà, on pourra te rencontrer. Merci infiniment, petit Nicolas, d'avoir assuré la technique de cette émission. Merci à Giovanni d'avoir étranglé à un moment donné Romain Ternaud. Ça a fait un petit peu d'animation dans les studios. Mais c'est avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine avec l'émission critique de Bulle Noire, la cagoule et le calibre, avec l'équipe habituelle. À la semaine prochaine et merci encore. Merci à toi.